Les 23e sommets du cinéma d'animation vont débuter en bientôt, donc du 26 au 31 mai. Nous allons consacrer notre deuxième bloc de l'émission à ces sommets et nous débutons en recevant Éloi Champagne. Bonjour Éloi. Bonjour. Chef directeur technique à l'Office national du film du Canada. Ça fait quoi un chef directeur technique? Parce que faut dire qu'il y a une leçon de cinéma, c'est une leçon de cinéma dans le cadre des sommets, le 31 mai à 13h30. Donc, c'est important. À la Cinémathèque québécoise, c'est gratuit. Oui. Donc, ça, on a bien situé les choses. Maintenant, pour moi, c'est quoi un chef directeur technique? Je voyais un peu, t'aides les gens face à des problèmes techniques. Comment ça fonctionne? Hein? C'est une bébite, l'animation. C'est une bébite, l'animation, en effet, puis particulièrement à l'ONF. Ouais. Donc, j'ai passé 12 ans dans les studios d'animation du côté du programme anglais, comme directeur technique, donc à supporter les projets d'animation, quels qu'ils soient, avec toutes les multiples techniques qu'on fait à l'ONF. Puis maintenant, comme chef de la direction, en fait, j'ai une équipe de directeurs techniques sous moi qui supporte là, tous les projets, autant animation que documentaire à l'ONF. Quand on parle de direction technique, est-ce que c'est la caméra? Est-ce que c'est de l'innovation? Je veux dire, en fonction de toutes les possibilités que l'animation offre? C'est une excellente question. Ouais. C'est ça, l'ONF, c'est particulier parce que les directeurs techniques sont appelés à supporter les projets, tous les projets, peu importe la technique, peu importe, et l'ONF, on touche vraiment à tout. Alors que traditionnellement, plus au privé, les directeurs techniques vont être très spécialisés. Nous, les directeurs techniques, sont appelés vraiment à s'asseoir avec les producteurs et les directeurs, à développer le projet avec eux, à voir c'est quoi les meilleures façons d'amener le projet vers la vision, de réaliser la vision finalement des créateurs. Peu importe le style d'animation, ça peut être du stop motion, ça peut être de l'animation 2D traditionnelle, ça peut être des trucs vraiment à l'ordinateur très poussés, on a fait de la réalité virtuelle, on touche vraiment à tout. Là. Et dans le quotidien, mettons, moi qui est un peu visuel, c'est un problème technique. sans nous raconter, je veux dire, tous les côtés, je veux dire, de la résolution. C'est quoi, les gens arrivent vers toi et disent, ben là, j'ai cette image-là, c'est impossible. Est-ce que tu es capable de nous décrire un vrai problème technique que tu as pu vivre? C'est difficile parce qu'il y en a tant, mais il y en a vraiment de tous dans tous les genres. Je dis souvent, en fait, c'est comme une phrase que je répète régulièrement, mais que le travail du directeur technique, c'est de trouver des solutions techniques à des problèmes créatifs et des solutions créatives, des fois, à des problèmes techniques. Donc, c'est vraiment de s'asseoir, de regarder c'est quoi le but de l'artiste, du créateur. Parce qu'il faut que tu sois en symbiose avec les artistes. Il faut vraiment bien comprendre leur projet, leur univers. Oui, absolument. Il y a vraiment une période où on se met un peu dans la peau du créateur, puis on essaie de comprendre c'est quoi ses objectifs, autant sur le plan visuel que sur le plan de l'histoire qu'il essaie de raconter. Puis on essaie d'arriver avec les moyens techniques, l'encadrement, le support technique aussi, les artistes, les autres personnes qui vont encadrer cet artiste-là pour réaliser cette vision. Donc, les problèmes techniques, ça peut être vraiment de toutes sortes. Ça peut être comment développer le style visuel recherché. Okay, ça va aussi oui, que ça? Oui. Parce que le choix du logiciel, le choix de la caméra, le choix des lentilles, le choix de l'éclairage, tout ça a un impact sur le style visuel, finalement, de l'histoire racontée. Alors, nous, on est là pour vraiment trouver les solutions puis pousser le projet le plus loin possible. C'est l'ordre du patenteux, ton affaire. Oui, absolument. Tu parlais de recherche et développement dans ta question tantôt. Il y a une partie, effectivement, d'expérimentation qui est très importante puis qu'on essaie de faire même des fois avant qu'il y ait un projet. On essaie de mettre en place les outils, les façons de faire, les techniques. On prend les nouvelles technologies qui se présentent, puis on les étudie pour être capable de rendre ça accessible aux créateurs qui viennent. Et il y a des créateurs qui sont très techniques déjà, qui savent déjà exactement comment ils veulent travailler, alors qu'il y en a d'autres qu'on doit supporter qui ont
c'est vraiment pas leur intérêt. Puis Ils sont plus à l'aise dans la création. Non. Exactement. Puis on doit rendre ça, dans le fond, le plus simple et le plus efficace possible pour eux, pour que ça soit pas, que la technique ne devienne pas un barrage à la création, au flow créatif. Tantôt, tu parlais de réalité virtuelle. J'avais lu un petit peu que tu étais beaucoup intéressé à ce médium. Jusqu'à quel point l'animation se transforme d'un point de vue technique? Parce qu'on regarde les films, puis parfois, tantôt, on va parler de Fusain, qui est une technique qui existait il y a déjà quelques années. Tu parlais d'animation 2D, bon, que ce soit, je veux dire, avec les marionnettes, et ainsi de suite. Donc, tout ça, je veux dire, fait partie un peu de l'imaginaire de l'ONF. Mais où s'en va l'animation actuellement, toi qui es comme les deux pieds dedans? Ah oui, ben ça évolue énormément, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bases, je pense que c'est vrai dans à peu près tous les arts, mais il y a comme des bases nécessaires que les artistes doivent maîtriser pour être capables de faire une œuvre, peu importe c'est quoi la technique finale. Mais vraiment, on touche à tout. On a de l'animation 3D, évidemment. Il y a la réalité virtuelle qui commence à s'implanter un petit peu en termes d'outils de création, en termes d'outils qui supportent la création. Il y a des nouvelles façons de capturer le réel aussi, qui dépassent juste la caméra, mais où on fait de la capture en 3D, de la capture volumétrique. Il y a vraiment toutes sortes d'outils techniques qui font évoluer le médium, qui permettent de raconter des histoires, mais à l'aide de la technologie, absolument. Mais on fait encore, tu sais, j'ai eu la chance de faire la restauration de Gertie the Dinosaur. J'ai travaillé sur la restauration de films de McLaren en stéréoscopie. Puis il y a comme une tradition qui reste à travers tout ça. Puis à chaque fois, chacun de ces films-là, dans le fond, prenait avantage de la technologie de l'époque. C'est innové, hein? C'est exactement. Puis c'est ce qu'on continue à faire. Les nouvelles technologies font juste amener d'autres façons de raconter les histoires ou permettre de pousser la qualité visuelle plus loin. En fait, c'est peut-être ton titre qui est le mauvais titre, parce qu'on parle de directeur technique. Alors que finalement, oui, il y a un côté technique, mais pour moi, l'imagination de l'animation n'a pas de limite. C'est ce qui est, je veux dire, la beauté de l'animation, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'où on peut aller. Puis je pense que les limites, c'est les artistes qui se les donnent. Donc, dans les faits, ton travail, toi, c'est d'être imaginatif. Oui, oui, absolument. Il y a une part, il faut être capable de visualiser le but recherché par le créateur. On est vraiment là en support, mais je pense qu'un directeur technique qui n'aurait pas, à l'ONF en particulier, qui n'aurait pas cette sensibilité artistique, n'arriverait pas à supporter vraiment les projets correctement. C'est bien. Bon, je vous rappelle qu'on est avec Éloi Champagne, qui va donner une leçon de cinéma le 31 mai dans le cadre des 23e sommets d'animation. C'est un travail de long. Hein? Oui. Et le but de la rencontre au sommet, c'est un petit peu de parler justement de ce qui se fait en arrière de nos productions. De vos productions. Ouais. Puis, jadis, on mettait beaucoup en évidence, bien sûr, cette tradition de l'ONF, mais on parlait beaucoup aussi du travail d'innovation. Hein? Il y avait des laboratoires techniques. Hein? Et là, on met peut-être un peu moins l'emphase sur cette dimension-là. Vous êtes combien, finalement, à travailler autour de toi actuellement? Dans mon équipe, on a 5 personnes actuellement. Mais en même temps, l'ONF, c'est une famille. On travaille tous ensemble. Ouais. On est vraiment tous connectés. Tout ce qui est support technique, la post-production, les studios de production, même les pigistes, souvent qui engagent, au final, font partie de notre famille à chaque fois qu'on fait un nouveau projet. Fait que c'est vraiment toute une équipe qui travaille à la chaîne. Hein. Ça prend plus qu'une personne en général pour faire une production. Et est-ce que tu as la possibilité de voyager puis de voir ce qui se fait à l'extérieur? Oui, absolument. Et de ramener, finalement, parce que bien sûr, oui, il y a l'ONF, mais il y a d'autres studios aussi mondiaux qui réussissent à nous surprendre. Hein? Jusqu'à quel point qu'on peut aller chercher, glaner quelques idées à droite et à gauche? Absolument. Ben, on fait encore, c'est ça, on fait quand même pas mal de recherche et développement encore. Puis on reste en contact avec l'industrie, avec
avec les différents studios. Je fais le tour souvent de certaines conférences, comme la conférence View, par exemple, ou SIGGRAPH, où je vais me ressourcer, je vais me mettre en contact avec d'autres créateurs, les studios de VFX, les studios d'animation un peu partout, pour voir c'est quoi les meilleures pratiques aussi. Là. Ouais. Puis les gens viennent encore au studio à l'ONF voir c'est quoi vos pratiques pour influencer le monde. Absolument, absolument. L'ONF a encore un rôle très important, je pense, de vulgarisation, d'influence, d'innovation aussi pour tout ce qui est storytelling, tout ce qui est raconter des histoires de façon visuelle. L'ONF a un énorme rôle à jouer encore. Merci beaucoup, Éloi Champagne. Nous rappelons qu'il y a un atelier lors des sommets et le 31 mai 2025 où on va pouvoir poser plein de questions, j'imagine. Absolument. Essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tous ces films. J'essaie de garder dans ma présentation 20-30 minutes de questions. Puis j'aime bien être interrompu aussi quand je présente. C'est interactif. Je suis vraiment là pour répondre aux questions des gens. Là. Merci beaucoup, Éloi. Et nous allons poursuivre, bien sûr, ce segment sur les 23e sommets du cinéma d'animation avec Hayat Ejam, jamais son nom comme il faut, avec son très beau film « Le bruit des choses qui brûlent ». Nous poursuivons la couverture des 23e sommets du cinéma d'animation, qu'on vous rappelle, débute le 26 et ça jusqu'au 31 mai. Avec Hayat Najam. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Oui. Et qui présente son film Le bruit des choses qui brûlent. Très, très beau film. C'est un film, je dirais, qui remémore des moments douloureux, probablement de votre enfance. Ou non? Est-ce que c'est inspiré? Est-ce une partie autobiographique? Plus ou moins. En fait, c'est une autofiction. Oui. Oui, ça part de ma propre expérience des choses. On a immigré avec mes parents, j'avais 5 ans. C'est plus mon corps qui se rappelle de certains traumas. Mais oui, il y a une part, quand je dis c'est une autofiction, c'est que ça rejoint beaucoup de témoignages de d'autres femmes qui ont vécu la guerre. Puis quand je parle de guerre, c'est souvent des guerres extérieures à nous, mais aussi de nos petites guerres intérieures. Donc voilà, c'est une autofiction. Le film est constitué de dessins au fusain, oui, qui sont soutenus par une musique au piano de Jean-Michel Blais, oui, et qui bousculent. C'est des souvenirs qui se bousculent comme si la petite fille auquel le film nous demande de faire connaissance était incapable de se défaire de ces souvenirs pourtant très anciens. C'est qu'elle porte en elle ces souvenirs-là. Elle les porte au quotidien et c'est son corps qui se rappelle de ces traumas-là. Donc, par exemple, dans le film, on peut la voir en train de faire du yoga. À un moment donné, on la voit enchaîner. Et la musique, ça a été quelque chose d'important dans ce film puisque j'étais sûre que je voulais pas de paroles. Donc, la musique, c'est vraiment la trame narrative qui tient le tout. Mais le propos, je pense qu'on peut le lire de toutes sortes de façons. Oui. C'est une œuvre très ouverte, oui, mais néanmoins, la femme adulte qui ouvre le film, très rapidement nous amène vers son enfance et des souvenirs dont elle n'arrive pas à se défaire. Voilà. C'est ça. Donc, on comprend, en fait, c'est ça. C'est un film qui suggère avant tout, plus qu'il ne représente de manière littérale. Pour moi, c'est un film qui est un poème visuel. Et puis, quelque part, je voulais parler de l'enfant qui est en cette femme et l'inverse aussi. Donc, elle aussi, enfant, elle a peut-être vécu des choses qu'un adulte d'habitude doit vivre. Donc, je joue sur ce paradoxe. Oui. Et l'expression poème visuel est très juste parce que c'est un film très grave, mais qui fonctionne dans le poétique. Voilà.
Alors, c'est par là qu'on peut entrer dans l'histoire que vous évoquez. Puis c'est pour ça que j'ai choisi l'animation, parce que l'animation, le dessin permet, la douceur du dessin permet de parler de sujets graves et que le spectateur est capable, j'ai juste le mot endurer en le regardant. Oui, oui. Moi, je trouve ça fascinant, l'animation, parce qu'on est toujours un petit peu encore des enfants lorsqu'on regarde des films d'animation, et le choix du fusain permet aussi d'évoquer tous ces souvenirs et ces liens entre le présent et le passé. Pourquoi le fusain? Pourquoi le fusain? C'est votre arme privilégiée? Oui, oui, ça a toujours été ça. En fait, j'ai étudié... un mauvais jeu de mots avec l'arme. L'arme de résistance. Ouais. Oui. En fait, j'ai étudié en art visuel. Donc, j'ai fait beaucoup d'art d'impression, puis j'ai passé au dessin puisque je voulais une liberté et un rapport direct avec les idées que j'avais, les pensées que j'avais. Et le fusain et le papier me permettaient de voyager où je voulais. Et quand j'en avais envie, je prends mon crayon et je commence à dessiner. Et puisque je dessine un peu de manière vaporeuse, le fusain était le bon médium, je crois, pour ça. Et ensuite, en réfléchissant à toute cette idée de la guerre et du charbon, je trouvais que ça venait vraiment reprendre le fusain. Oui. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'agit pas d'une guerre, parce que à cause de l'actualité, on pense à Gaza nécessairement, mais ça peut être la Syrie, ça peut être le Liban, les années de votre petite enfance aussi. Oui. Ces images-là ne deviennent qu'une seule image. Oui, c'est que la symbolique du film, je suis allée vraiment chercher des objets ou des symboles spécifiques à plusieurs pays. Donc, on peut reconnaître parfois peut-être le tapis qui est un tapis iranien ou encore un kalachnikov. Ça parle aussi, ça parle de tous les pays qui sont en guerre. De Tiananmen, la petite fille qui arrête le tank, voilà, c'est ça. Ça nous renvoie à une image spécifique, oui. Oui. Oui, fait que souvent, comment j'ai fonctionné, c'est qu'à travers le temps, j'ai collectionné des images qui m'ont marqué. Et ensuite de ça, un peu comme un puzzle, comme un casse-tête, je suis venue les mettre ensemble. Et le noir et le blanc, puis les nuances, en fait, que le fusain permet, entre le noir et le blanc, sont au cœur de votre film. Mais il y a une couleur qui apparaît, qui est l'art. Elle est présente constamment. Pourquoi avoir voulu, je veux dire, ce message d'espoir? En fait, j'ai voulu le travailler par parcimonie, un peu comme le kintsugi japonais, qui est une manière en céramique de rapiécer des morceaux collés d'une pièce quand elle casse. Et on la rapièce avec de l'or parce que l'or devient très solide et solidifie la pièce et la rend unique. Donc, c'était un peu mon message de dire qu'à travers tous les traumas qu'on peut vivre et les blessures qu'on peut avoir à travers la vie, on continue d'avancer, puis on reste toujours quelque part unique malgré nos fragilités qui deviennent solides avec le temps. Oui. Non, mais le film dit bien ça, parce que toutes les images de torture, par exemple, qui sont présentes, néanmoins, comme vous utilisez beaucoup la transformation comme façon de nous faire passer d'un lieu ou d'une idée à une autre, c'est justement le geste poétique qui l'emporte. Oui, oui, oui. Et la transformation, en parlant de transformation, les premiers dessins que j'ai faits enfant, c'était de transformer une image. Donc, je regardais une image, je la recopiais, puis je me disais, je vais changer mon image. Disons que je voyais un personnage avec un bouquet de fleurs dans les mains. Et je changeais ce bouquet vers un livre. Et je faisais déjà de la transformation animée sans même le savoir. Et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. Puis je trouve que c'est une bonne manière de dire l'invisible par la transformation. C'est combien d'années de préparation? Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Je m'appelle Michel Lemieux et tout, qui parlait des projets. Puis là, on me disait, c'est des milliers et des milliers et des milliers de dessins, hein? Et c'est des années de travail.
En tout, en fait, j'ai soumis à l'ONF mon projet en 2021. C'était assez rapide. C'est que l'idée datait de beaucoup plus loin que 2021. J'avais fait beaucoup d'expositions de grands dessins. Je savais que je voulais mettre mes images en mouvement, mais c'est mon premier film, donc je ne savais pas comment le faire. Et c'est vraiment en assistant au sommet, en 2019, que j'ai vu une conférence de Théodore Huchev qui expliquait sa manière de faire et je me suis dit, je veux faire ça. Et j'ai travaillé pour monter un dossier à l'ONF qui a été retenu. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais en tout, avec l'équipe, j'ai vraiment bien été entourée. Ça a pris 4 ans à réaliser. C'est un premier film, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Ah oui, je suis déjà en train de penser à un deuxième film. D'ailleurs, en parlant de Michel Lemieux, j'étais en formation avec elle cette semaine pour découvrir l'écran d'épingle et voir comment ça fonctionne. Wow. Oui. C'est marrant. Tout le monde, là, l'écran d'épingle est mis en vedette pendant les sommets aussi. Oui, c'est fascinant comme médium. Oui, surtout Michel a tellement bien repris. Totalement. C'est pas un outil évident. Oui, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Il y a beaucoup de contraintes, mais si on comprend les contraintes, on peut aller très loin où est-ce qu'on veut avec notre imagination. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'actuellement, l'ONF, pas qu'il y a un renouvellement, mais on voit apparaître de nouveaux visages. Puis c'est intéressant, dans les remerciements, vous parlez de Martine Frossard, qui présente Hypersensible actuellement, puis sans que ce soit des films totalement identiques, on sent un imaginaire qui est un peu... dans les mêmes zones, dans les mêmes eaux. Oui, je pense que certaines thématiques, dont le trauma, c'est quelque chose qui faisait partie de plusieurs thématiques que Martine a travaillé. Puis on a eu cette chance de se rencontrer à l'ONF et de faire nos films en même temps. Donc on était quand même, il y avait deux studios qui nous séparaient. On était sur le même étage, donc on allait, on se conseillait entre nous et puis voilà, c'est ça. Mais c'est anecdotique, c'est pas directement par rapport à vos films, mais ça leur rejoint. Moi, je m'appelle toujours les anciens studios de l'ONF. Parce qu'on pouvait, je veux dire, visiter les studios d'animation. Et ce que je trouvais fascinant, c'était ce couloir, ce corridor avec des portes, où là, chacun avait sa propre technique. On parlait des camps d'épingles, on parlait, ça peut être Quenman qui faisait ses marionnettes et ainsi de suite, mais il y avait un univers. C'est bien que vous parliez de Martine Frossard, parce qu'on réussit à créer des écosystèmes qui permet la création, qui permet de vous aider ou de chercher des solutions parfois à des problèmes qui sont... totalement inatteignables. Vraiment. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir comme voisin direct Claude Cloutier, qui a été consultant sur mon film. Oui, je vois qu'il y a son nom. Il est remercié au générique. Donc, quand j'avais des doutes, j'allais voir Claude et il était toujours de bons conseils. Vraiment, ça m'a aidé à évoluer, à comprendre mieux l'image en mouvement. Il y a beaucoup d'épuration. Au départ, c'était l'objectif, ou c'est avec le temps, vous vous êtes dit, faut que je retire finalement le plus d'éléments possible pour m'arrêter à quelques symboles ou quelques éléments? Ça a toujours été ma manière de travailler. Je travaille par effacement jusqu'à ce que j'arrive à l'essentiel de ce que je veux dire. Et l'essentiel, pour moi, c'est souvent comme un objet de désir. Et comme je veux que le spectateur regarde uniquement l'objet sans savoir vraiment où est-ce qu'il se situe, j'y vais par effacement et l'objet apparaît. Mais de fait, vous étiez prédestiné à l'animation parce que l'effacement, la transformation, on est déjà dans les mêmes lieux. Oui, et c'est pourquoi après ces 4 ans-là, je sais vraiment, en fait, je suis certaine que je veux continuer à faire un deuxième film. Oui. Parce qu'on vous sent très à l'aise. Pour un premier film, moi, j'étais étonné de voir comment le film coule tellement bien. Je pense que quand on suit notre intuition, c'est ce que ça fait. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Là, c'est toujours le fameux nom, hein? Ayat Najem. Oui, Ayat Najem. C'est parfait. Le bruit des choses qui brûlent, qui est bien sûr présenté dans le cadre du cinéma, des 23e sommets du cinéma d'animation. Je cherche mes notes, savoir il y a journée. 2 projections, le 29 mai à 19h15 et le 30 mai à 21h15 à la Cinémathèque dans le cadre des sommets du cinéma d'animation. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Au revoir. Merci, au revoir.